Bonsoir, vous aviez signé la tribune des 114, c'est quoi, rappelez-nous? Oui, c'est une tribune qui met en avant les principes du droit, les principes du code de procédure pénale, les principes du code pénal, la présomption d'innocence et la prescription pour toute infraction. Et notamment, cette tribune a eu lieu dans le cadre de l'affaire, plutôt après les Césars, où était stigmatisé Polanski comme un violeur définitivement condamné pour certains faits qui n'ont jamais été portés devant la justice. C'est quand même un drôle de message qu'on envoie. On va préciser en plus que Marlène Schiappa est la ministre déléguée de Gérald Darmanin. Je voudrais d'ailleurs qu'on montre ce que Marlène Schiappa disait à propos de l'affaire Polanski au moment des Césars. Elle dit « Je n'applaudirai pas un homme accusé de viol ». Voilà ce que disait Marlène Schiappa lorsqu'elle était ministre déléguée, plutôt en charge de ces questions-là. Maintenant, secrétaire d'État, maintenant, elle est en charge de citoyenneté. Elle a changé d'avis? Alors, je pense, je ne prendrai pas pour moi ces propos. Elle n'applaudirait pas un homme accusé de viol. Il faut savoir que Polanski, à l'époque, elle parlait de Polanski a été condamné pour viol. Et il a exécuté sa peine, c'est une chose. Et il y a eu ensuite des allégations contre lui. Donc, elle se trompe en disant « je n'applaudirai pas un homme accusé de viol » puisque ce n'est pas le cas, en tout cas judiciairement. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. La première chose, c'est que pour nommer un ministre, les seules choses qu'on regarde aujourd'hui, c'est le conflit d'intérêts et ses déclarations fiscales. C'est ces éléments-là qu'on met en avant. On ne met pas en avant son casier judiciaire. Il faut savoir que pour accéder à certains métiers, notamment le métier d'avocat, on a besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Et pour avoir une carte de presse également. En revanche, pour devenir ministre ou pour être élu député, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Donc ça, c'est une question, à la limite, qu'on pourrait mettre au cœur du débat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dire qu'aujourd'hui, on n'entend pas la parole des femmes, c'est faux. Et notamment dans le cas de Darmanin. Darmanin, les faits datent de 2009. Elle porte plainte, la plaignante, en 2017. Donc elle saisit un procureur de la République. Il y a une première enquête avec un procureur de la République, avec Darmanin qui est entendu par des officiers de police judiciaire. Première étape. Là, il y a un classement. Deuxième étape, on saisit un juge d'instruction avec une plainte avec constitution de partie civile. C'est automatique en matière de crime. Le viol est un crime, donc nécessairement on ouvre une information judiciaire. Là, à nouveau, vous avez un juge d'instruction qui est saisi, qui finit par conclure à un non-lieu. Le non-lieu, on fait appel, on va devant la chambre de l'instruction, il y a à nouveau 3 juges qui sont désignés. On va ensuite devant la cour de cassation, où là, il y a la chambre criminelle qui se réunit, qui renvoie devant une autre chambre d'instruction. Tout ça pour vous dire que la procédure dure 3 ans, avec une dizaine de magistrats qui s'intéressent à cette affaire. Comment peut-on dire aujourd'hui, sereinement, qu'on ne s'intéresse pas à la parole de la femme, et notamment à la parole D'accord, mais c'est pas. Moi, je veux parler de cette affaire. Moi, j'étais surpris quand j'ai entendu ce matin Jean Castex me dire l'affaire est claire. En gros, on a vu, il n'y a rien à voir. Comment le Premier ministre peut avoir accès au dossier, une séparation du pouvoir? Mais le Premier ministre a probablement accès au PV, excusez-moi. L'instruction permet aux avocats d'avoir accès à la procédure, pas l'enquête préliminaire. Mais l'instruction, oui. Donc, il suffit que les avocats communiquent par téléphone ou je ne sais quoi avec Darmanin, qui ensuite transmet au Premier ministre les éléments qu'il y a dans le dossier, et ensuite il se fait sa propre opinion. Là, il n'est pas en train de nous dire « j'ai décroché mon téléphone pour appeler la juge ». C'est pas reconnaissez que c'est quand même ambigu. Non, cette phrase est ambiguë. Ce qu'il dit, c'est « je suppose, je pense que l'affaire ne débouche pas à rien ». Non, il dit que... oui, enfin, il a l'air sûr de lui. Il a l'air sûr de lui. Ok, mais il dit pas autre chose. C'est de la communication, ce n'est que de la communication, c'est pas du droit. C'est que de la communication, ça va dans le bon sens, qu'est-ce qu'on en sait? Et dans ce cas-là, c'est de la communication de nommer une personne qui est accusée de viol au ministère de l'Intérieur. Mais une personne est accusée de viol, si vous voulez, aujourd'hui, ça reste de la communication et c'est un choix. Et non, absolument pas. Moi, je pense que justement... Alors, admettons que c'est un signal qui met en avant la présomption d'innocence. Darmanin, on remonte sur des faits, il ne les a pas commis lorsqu'il était en fonction ministre, ou même dans son précédent poste. Il a commis ces faits-là en 2009. Il les a reconnus. Il estime qu'il a eu une affaire sexuelle avec cette femme. En fait, c'est la question du consentement. La question du consentement se pose. Et en matière de viol, pourquoi est-ce que les activistes qui mettent en avant, effectivement, à juste titre, le fait qu'il y a énormément de plaintes qui n'aboutissent jamais, pourquoi? C'est parce qu'en matière de viol, que c'est difficile de prouver la question de la preuve est très délicate. L'acte matériel, facile à prouver. En revanche, le consentement, c'est quelque chose qui est difficile.
Et effectivement, on vit dans une société où les femmes ne sont pas crues quand elles parlent et on est dans un système... C'est faux. Ça sert à rien de dire que c'est faux. Non, mais c'est faux. C'est pas un argument de absolument dire c'est faux. Non, mais regardez, on vit dans un système. La plaignante de Darmanin en est l'extrême preuve. Il n'y a pas un meilleur exemple que cette plaignante-là. Elle a été crue dès la première audition. 1% des violeurs, mais parce qu'il y a la question de la preuve qui se pose, sont condamnés par la justice. Il va falloir peser davantage dans le champ politique pour faire en sorte que ce soit le cas. Et je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que je pense que la décision prise par Macron de nommer Darmanin, c'est une décision pour mettre en avant l'état de droit. Et l'état de droit. Et c'est pour ne pas faire de hiérarchie entre les infractions. On ne prend pas plus en considération une plainte pour viol qu'une enquête préliminaire pour emploi fictif. Il n'y a pas de hiérarchie dans les infractions. Oui, mais quand François de Rugy est poussé vers la sortie, alors qu'il n'y avait aucune procédure judiciaire pour une histoire de homard à l'hôtel de la Seine... Aujourd'hui, qui préside l'Assemblée nationale? C'est un homme mis en examen. C'est un homme mis en examen qui est resté en fonction. Il a été mis en examen alors qu'il était en fonction. Il a décidé de rester. Il est resté. Donc ça dépend des situations. Donc vous êtes en train de me dire qu'il faut sortir de la jurisprudence de Balladur qui disait dès qu'un ministre est mis en examen ou une personnalité politique, elle doit démissionner. Même la mise en examen n'est pas une condamnation, il y a toujours la présomption d'innocence. La loi ne le prévoit pas. Mais il y a l'exemplarité qui est demandée à ceux qui nous gouvernent en fait. Ceux qui nous gouvernent nous donnent souvent la leçon, font la leçon aux citoyens. Est-ce qu'on ne doit pas demander une exemplarité maximale ? Évidemment. Et c'est un message d'ailleurs politique de mettre en avant Darmanin aujourd'hui, puisque je vous le dis, on fait passer l'idée de la présomption d'innocence et de l'aide. Mais ça peut faire passer l'idée que les politiques finalement sont protégés aussi. Pas du tout, ça n'est pas du tout ce qu'il y a. Dernière chose, Gérard Darmanin est ministre de l'Intérieur. Donc sa fonction, c'est de garantir la sécurité de l'État. Il n'est pas ministre de la Justice. Oui, mais il peut être auditionné par des policiers, ça sera bizarre quand même. Il peut être auditionné par le juge d'instruction qui peut le mettre en examen. Et le juge d'instruction, qui est son ministre de tutelle, c'est le ministre de la Justice. Si vous voulez, Gérard Darmanin peut être mis en examen. Il n'est pas interdit, il n'y a aucune modalité pour qu'on le mette en examen. Même un ministre est mis en examen, c'est possible. Et ensuite, il n'est pas prévu par les textes qu'un ministre mis en examen doive quitter sa fonction. Donc, vous voyez, on peut faire confiance à la justice. Même ministre, elle continue. On a l'impression que cette présomption d'innocence, c'est vraiment une présomption que la victime raconte n'importe quoi. Et finalement, c'est ça que le message est en train d'être passé. Mais comment pouvez-vous dire cela alors que cette femme a été auditionnée à plusieurs reprises, qu'il y a 3 ans d'enquête préliminaire et d'instruction? Et cette enquête n'est pas terminée. Comment on peut dire qu'elle n'a pas été entendue? Elle a été entendue, et plusieurs fois, et par de nombreux magistrats. La justice s'est investie en elle. La justice l'a crue. Et elle on est en train de parler de la nomination d'un ministre. On n'est pas en train de parler, si vous voulez, justement, ça veut dire qu'on fait passer les principes de droit, de l'état de droit, avant justement cette considération. Et moi, je considère que le mouvement MeToo est salvateur, il est utile, absolument utile, puisqu'il libère la parole de la femme. Et on est toutes là pour le dire que c'est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, on va plus simplement au commissariat que précédemment. Évidemment, c'est un mieux, sauf que vous avez, me semble-t-il, été un peu trop loin et vous confisquez la parole des autres. C'est-à-dire aujourd'hui, s'opposer, je veux dire, le mouvement MeToo... C'est trop long. Le mouvement MeToo va trop loin. Dans certaines circonstances, oui. Pourtant, je pense on a qu'il y a un activisme qui va trop loin et qui dessert la parole des femmes. Et vous parliez de commissariat tout à l'heure, c'est ça qui est très intéressant. Notamment le fait que... Attends, elle termine et répondez, il reste 30 secondes. Alors allez-y. Aujourd'hui, s'opposer à une femme qui porte plainte pour viol, c'est mal. C'est considéré comme inadmissible. Eh bien, je peux vous dire que le Code de procédure pénale ne dit pas ça. Le Code de procédure pénale met en cause la parole de la femme et la parole de l'homme. Et c'est tant mieux. On est à égalité devant le Code de procédure pénale. Oui, on met en cause la parole de la plaignante, on met en cause la parole de l'auteur. Et c'est ainsi, et c'est bien fait. On est dans un état où on met en doute il y a quelques minutes que c'était difficile de prouver l'absence de consentement lors de cette affaire. C'est très difficile de prouver l'absence de consentement. C'est contraire à ce que vous venez de dire. Absolument pas. Ça reste évidemment très difficile.